L'actualité politique vue par les chevaliers de la plume. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission 26 Presse. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour décrypter l'actualité à ma droite, Ali Malé. Il est éditorialiste, journaliste indépendant. Ali Malé, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Trésor et très heureux de te revoir une fois de plus, cette fois-ci chez Congo 26. Merci beaucoup. Et à ma gauche, Ciara Wabilinda, journaliste à Ken 24. Ciara, très heureux de te retrouver. Merci beaucoup Trésor Kabongo. Bonjour à tous nos téléspectateurs, à tous les téléspectateurs de 26 Presse. Alors, on va commencer bien entendu par ce sujet. Les pères de l'Église, essentiellement à la Cinco et l'ECC, consultent. Ils étaient reçus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ils militent désormais pour un pacte social pour la paix. Ils veulent réunir tous les acteurs politiques autour d'une même table pour échanger. On va suivre ce reportage. On va se retrouver tout à l'heure pour décrypter, bien entendu. Cette séance de travail est une réponse apportée à la demande pressante formulée par le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu de rencontrer le chef de l'État et échanger avec lui autour de la situation sécuritaire et humanitaire alarmante causée par l'invasion d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise. Dans la suite du cardinal s'est trouvée une délégation conjointe et restreinte de la Cinco et de l'Église du Christ au Congo, ECC, avec Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la Cinco, les révérends pasteurs André Bokondoa, président de l'ECC, de Monseigneur Donancier Cholet, secrétaire général de la Cinco, et du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC. Les chefs religieux de l'Église catholique et de l'Église protestante ont présenté et remis au chef de l'État un projet de sortie des crises. Nous avons pris l'initiative, ce n'est pas lui qui nous a demandé de faire ce projet. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet et aujourd'hui nous sommes venus le lui présenter. Il a reçu ça avec beaucoup d'attention, il a admiré, il a beaucoup apprécié. Les églises ont estimé qu'à cette étape des événements, il était beaucoup plus important d'amener une proposition concrète susceptible de créer un consensus national. Et ce que nous avons aimé, c'est que le chef de l'État est revenu sur deux mots-clés. Le premier, ce qu'il dit, il nous faut la cohésion nationale. Et le deuxième mot-clé, il nous faut la compréhension commune sur le défi qui pèse non seulement sur la personne de Félix Tshisekedi, mais sur le destin de notre pays. Interrogé sur les silences des princes de l'Église sur l'agression, les prélats se défendent d'être dans une posture de rapprochement des partis. Ce silence se justifie par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Le cardinal a tout de même lancé un message de compassion à l'endroit de la population de Goma. Nous sommes troublés comme pasteurs par la situation que vivent actuellement nos frères et sœurs à l'est du pays. Nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter un traitement aussi indigne de l'être humain et qui dure depuis pratiquement 3 décennies. Pour nous, c'est incompréhensible. Voilà pourquoi nous, comme pasteurs, tout en prenant notre responsabilité à aller vers les uns et les autres pour chercher des solutions à cette situation, nous voulons d'abord exprimer notre compassion, notre proximité et aussi notre solidarité avec nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays, notamment à Goma. Les chefs religieux des églises catholiques et protestantes affirment avoir été motivés par les discours du chef de l'État à la nation lancés sur la cohésion nationale. Voilà, Ali Malé, je te retrouve. Les pères de l'Église, essentiellement Église protestante et Église catholique, ont pris l'initiative. Est-ce que le silence commençait quand même à peser lourd sur ces deux églises? Bon, ça ce n'est plus un secret. Les Quinois, les Congolais ont constaté à un certain moment un silence criant. Mais laissez-moi dire quelque chose. Il y a deux petits détails en suivant ces reportages. À relever, il n'y a pas de problème. Voilà. Le premier, c'est lequel? Quand vous prenez l'atmosphère qui a régné dans cette salle où s'est tenue la réunion, entre le chef de l'État et les pères de ces deux églises, vous sentez qu'il y a du sérieux.
C'est-à-dire, il n'avait pas une ambiance ordinaire. Chacun semble être frustré. Ça, c'est la première chose. Méfiance ou frustration C'est-à-dire, la question est très sérieuse. Okay. Mais peut-être qu'ils ont pris l'initiative en retard. Qui a pris l'initiative en retard? Est-ce que c'est le chef de l'État ou les pères de l'Église ou les pères des Églises? Les pères ont dit c'est eux qui ont pris l'initiative. C'est justement ça. Ça, c'est le deuxième aspect. Pourquoi les pasteurs doivent nous dire que l'initiative n'est pas venue du chef de l'État? On n'a pas besoin de savoir ça. C'est-à-dire, quand les pères de l'Église insistent sur cet aspect, c'est qu'il peut y avoir une version contraire. C'est-à-dire, il se pourrait aussi que l'initiative vienne cette fois-ci du chef de l'État, mais ils n'ont pas voulu le dire. Qui a demandé au père? Indirectement, ça c'est une analyse. Parce que le père n'est pas obligé de nous le dire. Vous prenez une initiative, entamez la démarche, comme c'est fait, et on attend la suite. Donc, le fait de le dire, suppose qu'il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose qui ne dit pas sa vérité. Donc, ce sont ces deux aspects-là pour dire que la situation est vraiment sérieuse. Donc, d'emblée, on a beaucoup attendu. Est-ce qu'il fallait attendre 3000 morts pour qu'il y ait pareille initiative? Le retard vient de qui? Bon, on ne sait pas qui charger, mais mieux vaut tard. Ou sinon, qui devait prendre l'initiative? Je te retrouve, Ciara Rabilinda. Les pères ont finalement pris l'initiative. Je pense que c'est peut-être ça le plus important. Mais pour quelle finalité? Est-ce que les pères réussiront à réunir autour d'une table tous les acteurs politiques congolais pour se parler? Est-ce que c'est la première fois que les pères de l'Église catholique et l'Église protestante prennent cette initiative? Je dis non. D'ailleurs, une initiative déjà qui avait déjà été prise par l'opposant Martin Fayoulou de la Cohésion nationale. C'était une proposition à l'époque, oui. Il a pris cette initiative qui avait été rejetée directement. Cette initiative avait été rejetée parce qu'on pensait... Oui, on pensait qu'il voulait... Le partage de gâteaux, oui, le partage de gâteaux. Il veut se repositionner. Oui, il veut se repositionner, c'était ça. Mais depuis Bunagana, il fallait attendre que les territoires de Rutshuru, Massissi et même Nyiragongo puissent partir pour qu'aujourd'hui, on puisse se réunir autour d'une table sur un sujet ou un projet. Ne dit-on pas mieux vaut tard que jamais? C'est vrai qu'il n'est pas trop tard pour bien faire les choses, mais est-ce qu'il fallait attendre la mort de 3000 Congolais? Est-ce qu'on a compté les Congolais qui sont morts à Massissi, Rutshuru? Leur vie ne compte pas? C'est vrai qu'on a beaucoup attendu. La vie des Congolais de Goma compte plus que ceux des Rutshuru. C'est ce qu'on doit comprendre, c'est le message qu'on veut nous faire passer. Je suis d'accord avec Ali Malé qui dit que les pères de l'Église catholique insistent sur le fait de dire que ce n'est pas une initiative du chef de l'État, mais notre propre initiative. Qui sait? Mais c'est justement aussi pour ne peut-être pas prêter à confusion, parce que nous savons comment les politiciens congolais réfléchissent. C'est peut-être pour ne pas... pour rassurer les uns et les autres. Mais ce n'est pas le chef de l'État qui nous a demandé, c'est nous-mêmes, en tant que pères de ces deux églises, en tant que pasteurs, avons pris cette initiative pour réunir les Congolais autour d'une table. Justement, je reviens à dire, est-ce que la question est qui a pris cette initiative est importante en ce moment? Nous avons besoin que nos territoires soient récupérés. Mais est-ce que cette initiative va marcher? Dans ce pays, c'est la grande question. Dans ce pays où certains opposants sont d'autres en prison, d'autres n'ont jamais eu des procès comme l'opposant Mike Mukebai, cadre de l'Ensemble pour la République, qui ne connaît pas son sort. D'autres sont en exil, forcés, comme Moïse Katumbi ou Claudel Loubaya. Comment les prêtres vont s'y prendre? Ce sont des questions qu'il faut poser. On va les analyser tout à l'heure. Entre-temps, les prêtres et les pasteurs les prêtres de l'Église catholique et les pasteurs de l'ECC ont, à leur niveau, déjà commencé les consultations. On va suivre quand même cette rencontre avec l'ancien Premier ministre Augustin, son nom m'a échappé, Matata Pogno, voilà, heureusement que son nom est revenu. On va suivre cette rencontre entre les pères et Augustin Matata Pogno. On va se retrouver tout à l'heure, ça sera justement pour émettre d'autres avis. Eh bien, comme vous le savez, nous sommes en train de faire le tour des leaders sociopolitiques pour partager, échanger avec eux au sujet du forum national que nous projetons pour un consensus national sur la gestion du pays de façon à renforcer la cohésion nationale, à obtenir un pacte social pour
la paix et le bien vivre ensemble. Les deux églises, appuyées par leur secrétariat technique, a fait quelques propositions de la mise en œuvre de cette initiative. Et nous avons beaucoup d'expertise dans le pays. On ne peut pas se lancer comme ça sans échanger, sans recueillir les avis des uns et des autres. C'est pour cela que nous sommes venus rencontrer LGD et Alliés. Et là, vraiment, nous avons admiré leur proactivité. Ils savaient déjà pourquoi on venait. Ils ont travaillé et nous ont donné de précieux documents dont les titres seuls peuvent dire combien ils sont précieux. Vers un dialogue politique. Mais quel type de dialogue? Partage du gâteau et arrangement politique opportuniste ou engagement ferme pour une transformation véritable? Et là-dedans, ils ont relevé les causes principales du point de vue politique, économique, socio-culturel, de la réalité que nous vivons aujourd'hui, du drame que nous vivons aujourd'hui. Ils ont proposé des réformes à court, à moyen et à long terme. Et dans le deuxième document, qui est en fait un mémorandum sur un dialogue national inclusif pour un Congo pacifique, stable et prospère, du parti politique LGD. Donc là, ils donnent des dispositions pratiques. Donc nous avons ce que nous recherchions et nous continuons à écouter les uns les autres. Je crois qu'au terme de ces échanges, quelque chose de sérieux pourra être mis en place pour le bien de la nation. Merci. Voilà, les pères des églises, des églises catholiques et églises protestantes qui consultent. Là, c'était avec l'ancien Premier ministre, comme je l'ai dit tout à l'heure, Augustin Matata Ponyo. Ils ont vu le sursaut patriotique avec Ados Ndombasi et Deli Sesanga. Et bien entendu, les autres aussi, ils ont vu Martin Fayoulou renforcer la cohésion nationale à Limale. C'est ce que nous pouvons également retenir, on va dire, de ces consultations de la Cinco et de l'ECC. Alors, pour quelle finalité? Moi, je dis indirectement, c'est un processus lancé pour intégrer indirectement les M23 dans les négociations sans les dire. Parce qu'à un moment donné, il faudrait aussi voir le M23, mais voir naturellement. En tant que père des églises. On ne peut pas. D'abord, il y a une chose. Moi, c'est bien Cholet l'a dit. C'est un peu ça. Oui. C'est-à-dire, il faut élargir les champs. Cohésion nationale. Aujourd'hui, pour parler cohésion nationale, il faut intégrer le 1-23 dans les calculs, dans la procédure. Il faut intégrer Corneille Nangaa. Automatiquement, c'est encore mieux de parler de Corneille Nangaa parce que Corneille Nangaa aujourd'hui représente la coordination de ces mouvements. C'est-à-dire, mais il y a des gens qui n'acceptent pas, qui ne sont pas prêts à avaler cette... Est-ce que ce n'est pas quand même craché sur le million des morts? Ce n'est pas quand même craché sur les 3000 morts de Goma? Ce n'est pas quand même craché sur voilà, tous ces Congolais qui ont péri durant, on va dire, toute cette période d'existence de l'AFC à côté du M23? Ce qui est vrai, quand on n'arrive pas à arracher ce qu'on a perdu par la force, il faut négocier. Et là, je dis... c'est une sorte d'aveu de chèque. C'est-à-dire, les chefs de l'État, le gouvernement congolais a promis de récupérer. Il n'a pas su, il est incompétent, il est incapable aujourd'hui de récupérer tous les territoires sous contrôle des M23, sous contrôle des Nangaa, sous la coordination des Nangaa. Alors, il faut ouvrir une petite brèche. La petite brèche, c'est laquelle? C'est qu'il faut négocier. Mais justement, je te retrouve, Sarah, justement, cette négociation, le gouvernement congolais ne s'y est jamais opposé. Mais la question, c'est avec qui négocier? Ne faut-il pas carrément négocier avec, on va dire, ceux qui commandent le M23, les véritables commanditaires de ce mouvement, qui sont justement le Rwanda et Paul Kagame, au lieu de négocier avec, passez-moi les termes, bon, je ne vais pas prononcer ces termes, mais il n'est pas très gentil, mais au lieu de négocier, les larbins, on va dire avec les, bon, voilà, les travailleurs carrément. Mais la question, pourquoi pas négocier avec le patron directement? La question, est-ce que Paul Kagame reconnaît d'être le patron
du 1-23. Il n'a pas besoin de reconnaître, nous savons. Est-ce qu'il reconnaît? Parce qu'il dit, rwandais sur le sol congolais, il dit d'ailleurs ne pas savoir s'il y a la présence, effectivement, la présence des RDF sur le sol congolais. Il a dit lors de sa dernière sortie médiatique à CNN, un média américain, il a dit qu'il ne savait pas, mais l'ONU a toujours alerté. Démontré le contraire. Oui. Les rapports de l'ONU, le rapport des experts des Nations Unies ont toujours démontré qu'il y a effectivement la présence des troupes rwandaises. Voilà. Maintenant, comment négocier avec quelqu'un qui ne reconnaît pas que ces militaires se trouvent sur notre sol? Mais comment négocier avec des gens qui seront demain utilisés par la même personne et d'une autre manière? Et justement, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on se fasse, avant tout, la RDC doit retrouver son respect. Il faudrait qu'on se fasse respecter parce que dans la logique, la RDC ne peut pas s'asseoir, discuter avec le Rwanda. Dans la logique de choses, dans notre grandeur. Nous sommes une grande nation, mais malheureusement, c'est une théorie, c'est un mythe. Aujourd'hui, on se retrouve collé. Parce que si on se dit de chercher une solution militaire, ça veut dire qu'il y aura encore un bain de sang, que ce soit dans la province du Nord Kivu, que ce soit dans la province du Sud Kivu. Mais comment arrêter ça? Parlons. Il faut négocier. Avec eux, négocions avec eux, puisque c'est, en tout cas pour l'instant, on ne veut pas le reconnaître, mais c'est ça l'option. On doit négocier. Si ça sera avec Corneille Nangaa que les pères de l'Église catholique aillent voir je ne vais pas aussi mentionner ce terme que vous avez refusé de mentionner tout à l'heure. Non, le lien est resté dans ma tête. C'était quand même un mauvais terme, le lien est resté dans ma tête, heureusement. Que les pères de l'Église catholique aillent prêcher l'amour, parce que je sais que lorsqu'on prend les armes contre son pays, c'est le manque d'amour, le manque de patriotisme. Un vrai patriote ne prend pas les armes contre son pays. Alors, mais même si les pères des églises SCC catholiques allaient négocier avec Corneille Nangaa, la finalité, est-ce que c'est le gouvernement de la République? Et là, ça ne sera pas encore une négociation. Là, ça sera les convaincre à s'asseoir autour d'une table pour qu'on trouve des solutions. Mais il n'y a pas que eux. Vous savez qu'il y a des opposants lésés aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai commencé. Aujourd'hui, qui va il faut aller les voir également, voir un Kabound qui est en prison, voilà. Mike Mukebai, et même les opposants dans Sef Kikouni aussi. Aujourd'hui, qui va aller voir l'ancien président Joseph Kabila? D'après des indiscrétions, Joseph Kabila, justement pour te compléter, d'après des indiscrétions, Joseph Kabila serait également ouvert. Ce sont les indiscrétions. Justement, d'après certaines indiscrétions, Joseph Kabila serait ouvert à une négociation avec les pères de l'Église. Mais est-ce que l'ancien président Joseph Kabila n'a pas été suffisamment lésé par certaines attaques, par certaines piques que lui ont lancées les membres du régime en place? Est-ce qu'il ne suffira pas de demander... Le pays se retrouve maintenant dans une situation... Il y a des gens qui sont rancuniers. Ce n'est pas du passé, est-ce qu'on ne peut pas, on va dire, tourner cette page pour commencer une nouvelle? N'oublions pas que l'ancien président Joseph Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Ce pays... Quoi qu'il ait fait, qu'il ait été incompétent, tout ce que les gens disent, mais il mérite le respect de notre part. Et tant qu'un ancien président de la République, ça aurait été mieux si aujourd'hui, avec ces problèmes qu'on a, qui deviennent un renseignant, comment vous avez fait pour vaincre le M23? Comment vous avez fait pour les faire partir de la ville de Goma sans qu'il y ait un bain de sang dans cette ville? Comment? Mais aujourd'hui, j'espère que cette initiative des prêtres catholiques ira loin et saura rassembler tous les Congolais autour d'une table, tous les acteurs majeurs. C'est-à-dire qu'on rappelle Moïse Katumbi qui est aujourd'hui en exil forcé, même s'ils ne veulent pas le reconnaître, qu'il est en exil parce que ça fait plusieurs mois qu'il est parti, ça fait plusieurs mois qu'il a quitté le pays. On ne sait pas pourquoi il ne veut pas revenir, qu'on le rappelle, qu'on dise viens. Et qu'on le rassure. Qu'on le rassure parce que Olivier Kamitatou, j'ai vu tweeter un jour, Olivier Kamitatou dit que je ne peux pas venir assister au mariage de ma fille parce que j'ai peur pour ma sécurité. Il a dit, ça veut tout dire, ça veut dire que lorsque tu commences à te sentir en insécurité dans ton pays, c'est dangereux. C'est dangereux. une forme d'exil forcé. Moi, je pense aussi que en fait, nos autorités doivent reconnaître leurs responsabilités dans cette affaire et présenter des sincères excuses aux Congolais. C'est ça d'abord
On va terminer ce sujet sur la démarche des pères de l'ECC et de la Sanko. Ça sera un dernier mot, bien entendu, à vous deux. Ali Malé, que retenir finalement avec Augustin Matata? On a même vu, on est même allé plus loin. Il y a eu des propositions sur certaines réformes à opérer. Alors, après toutes ces consultations, est-ce qu'il faut revenir sur le chef de l'État pour lui faire, on va dire, le rapport de ce que les pères des églises auront reçu, ou bien, bon, il faut rapidement déjà penser à un format d'un dialogue national qui va réunir autour d'une table tous les Congolais, même ceux qui sont en exil? Ce qui est vrai, il est rare de voir pareille initiative couler facilement jusqu'au bout. Et bien aboutir. Il y a toujours des blocages. Et là, on va se poser des questions. Les chefs de l'État, comme disent les autres, est partie prenante. C'est-à-dire, c'est lui les garants des institutions. Est-ce que, comme vous l'avez dit, les pères des églises reviendront vers lui pour lui présenter les rapports et prendre une nouvelle initiative, ouvrir une autre étape, celle en tout cas de voilà, concrétiser ce dialogue? Les monopoles réservés aux initiateurs, comme ils l'ont dit. Ce sont eux les initiateurs, ils démarrent et ils vont jusqu'au bout et aux différents acteurs d'accepter les différentes propositions. Mais il y a aussi une autre question, je me suis posé une question. Allez-y. Les pays comptent plus de 900 partis politiques. Non, on est à plus de 1000 partis politiques. Prenons le minimum, 1000 partis politiques. Qui seront partants, qui vont prendre part à cette messe initiée par l'Église catholique, les églises? Parce que nous savons au Congo, dès qu'il y a annonce d'un dialogue, tous les partis on sait comment nous chutons. Voilà. C'est-à-dire, on commence, on discute et au finish, on se partage. On va assister à des déclarations du genre, nous, ressortissants de nous voulons participer à ce dialogue. Nous voulons participer à ce dialogue. C'est ça. Et des fois, même quand on n'a rien à proposer, mais on veut quand même y être. Oui. Deuxième chose, Trésor, laissez-moi un peu, avec ma conseil, réfléchir à haute voix. Allez-y. Qui prendra en charge ces assises? Là, nous parlons déjà des moyens. Nous avons un problème de moyens. C'est facile, ça. On va mobiliser les gens. Est-ce que ces gens-là iront par amour patriotique ou par patriotisme assister pendant une semaine, 2 semaines pour chercher la solution et sortir le pays de ces dangers, ou ils vont imposer de per diem journalières? Donc, il y a toute une série de questions à poser. Et en dehors des per diem, vont-ils imposer des gains après ce dialogue? C'est un peu ça. Est-ce qu'après, on aura droit à un gouvernement d'union nationale? Justement, on commence comme ça. On ne peut pas commencer à dialoguer et ne pas partager. Est-ce que c'est ça la solution? On vient de sortir des deuxième processus électoral sous Tshisekedi. Mais ça aurait servi à quoi de dépenser et 2 ans après, même son deuxième mandat, qu'on aille au dialogue. Mais heureusement d'ailleurs que l'idée du changement de la Constitution ou révision ne refait plus effet sur place. C'est encore mis dans les tiroirs. Cet argent qui aurait servi à changer ou modifier la Constitution ou même aller dans un référendum peut servir à répondre aux besoins à l'organisation de ce dialogue. C'est une hypothèse. Mais le temps court, pardon Trésor. Nous tendons vers 2028. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Pour shooter sur le sujet. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ne peut plus se représenter selon la Constitution en 2028. L'actuelle en tout cas. L'actuelle, oui. L'actuelle Constitution. Il y en aura une autre? Non, je n'ai pas de l'actuelle. L'avenir reste encore flou. L'actuelle Constitution ne permettra plus au chef de l'État actuel de se représenter en 2028. C'est-à-dire qu'il n'a plus assez de temps, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qu'on n'a plus de temps. L'ennemi est déjà sur nos terres. Il faudrait tout faire pour le bouter dehors, pour que ça sera aussi un pari gagné. Ça sera aussi un pari gagné pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui va sauver aussi son mandat, parce que l'occupation, on peut accuser tout le monde, mais l'occupation, c'est sous son mandat. Donc, ce qu'on doit faire, ce que doit faire le président de la République, c'est gagner du temps et s'entourer des personnes, parce qu'il y a des personnes vicieuses qui attendent cette occasion justement de dialogue et de cohésion nationale pour se faire de l'argent.
Eux, le problème que les gens meurent à l'Est, ce n'est pas leur problème. Eux, leur problème, c'est d'empocher les immeubles qu'ils construisent à Kinshasa, exactement, les maisons achetées à Dubaï. On va aller voir tel, on va aller voir tel, on va faire ça. La surfacturation derrière la tête de nos frères et sœurs qui sont en train de mourir, alors qu'on doit finir cette guerre. Nos terres sont occupées. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, moi, je suis ici à Kinshasa, je ne sache pas me rendre à Goma parce que l'espace aérien est fermé. Aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas nous dire pourquoi, mais je ne sais pas me rendre à Goma. Ça ne peut pas durer. Parce que je suis congolaise, je suis dans l'obligation, dans le droit d'aller visiter mes frères, mes sœurs qui sont sur dans place. d'autres provinces. Donc j'espère que cette initiative des pasteurs va aboutir. Rapidement aboutir et que il y aura ça sera sincère parce que généralement dans ce pays on n'est pas sincère dans ces genres d'initiatives. Justement, la sincérité est très rare en tout cas dans ces genres de négociations, de dialogue. On va changer de sujet, on va parler parce que c'est vrai que les pères ont commencé à consulter, mais quelque part en Tanzanie, on se parle déjà. Il s'agit justement de ce sommet SADC et EAC, sommet auquel prend part la première ministre Judith Suminwa, le chef de l'État. Il prend part par vision conférence. Pour quelle finalité Ali Malé aujourd'hui? Nous savons déjà qu'au niveau de la sous-région, il y a également beaucoup d'hypocrisie. Paul Kagame se trouve actuellement en Tanzanie justement pour prendre part à ce sommet. Que peut-on attendre de ce sommet? Une discordance de plus entre les partisans des CEAC et de l'autre, les partisans de la SADC. Et c'est SADC. C'est-à-dire, le tableau est clair. C'est-à-dire, la SADC soutient la RDC, l'EAC ne jure que sur l'intégrité territoriale de la RDC, le respect de l'intégrité territoriale. Alors que de l'autre côté, le CIAC ne jure que par les négociations directes entre RDC et les M23. C'est-à-dire, le tableau est connu. Est-ce que quelque chose sortira? Je ne pense pas. C'est-à-dire... Entre-temps, certains estiment, une certaine analyse estime que si Kagame propose à la RDC de négocier avec le M23, à Kagame également de négocier avec les FDLR, ce que Kagame jure de ne pas faire. Mais pour l'instant, ce n'est plus un secret. Kagame dit, je ne suis plus dans cette affaire propre aux Congolais. Et dans la posture actuelle, Kagame se dira, il n'est pas partant. C'est Nanga aujourd'hui qui s'est dit être prêt à négocier avec le gouvernement congolais. Donc, l'occupation de la ville de Goma n'est pas discutable, Corneille Nanga. Il n'y a pas de débat dans ce sens-là. Et heureusement, la guerre nous a permis d'enterrer certaines phrases, entre guillemets, qui prenaient de l'ampleur, malheureusement. Donc, je reviens pour dire que l'occupation de la ville de Goma change les donnes sur Tara. La RDC, le gouvernement, le chef de l'État qui ne jurait que sur le respect, les non-négociations avec le 1-23 directement, doit revoir ses calculs. Ça, c'est un des deux. Moi, je me suis posé encore des questions. Les gens diront, mais vous continuez à vous poser des questions. Ce sont des petits détails. En tant que chevalier de la plume, on se pose des questions, justement. Le chef de l'État n'a pas pris part au sommet précédent des CIC. Mais aujourd'hui, on nous avait promis, d'abord sa porte-parole avait rassuré que le chef de l'État allait faire le déplacement de la Tanzanie. Mais là, le chef de l'État mandate son premier ministre, sa première ministre, et lui suit par vidéoconférence. C'est quoi la nuance? Est-ce qu'il ne fallait pas s'arrêter à la participation par vidéoconférence ou se déplacer carrément? Et s'il fallait se déplacer, est-ce que c'est le chef de l'État qui devait se déplacer ou c'est la première ministre? C'est-à-dire, la présence du chef de l'État pouvait booster certaines choses. Bousculer certaines choses. Mais est-ce que le chef de l'État n'a pas évité de décevoir avec son adversaire, Paul Kagame? Et peut-être même de lui serrer la main. Pourtant, il avait promis aux Congolais de ne plus le voir si ce n'est pas dans l'enfer. Au ciel. Au paradis. Au paradis. C'est-à-dire, ce sont des choses, ce sont des réalités qui nous poussent à réfléchir autant de fois. Mais qu'est-ce qu'il faut faire au finish?
Mais qu'est-ce qu'on peut... La RDC les gouvernements congolais doivent se ressaisir. Voir ce qui n'a pas marché au point où de perdre progressivement jusqu'à perdre la capitale de la province du Sud Kivu. Du Nord Kivu. Du Nord Kivu. Il faut revoir ce qui n'a pas marché et se réarmer. Ce qui n'a pas marché sur le plan militaire, sur l'ensemble, c'est-à-dire on nous parle de la réussite. C'est quoi les termes là? Monter en puissance. Non, pas ça, c'est pour l'armée. Oui, la diplomatie agissante. Quand la diplomatie est agissante, les gens ne discutent pas pour venir vous assister. L'ONU devait agir. L'OIA devait agir. Mais aujourd'hui, même les quelques pays membres de la SADC qui tentent de venir en aide au pays sont bloqués, sont menacés. Est-ce que c'est la diplomatie agissante? Ça n'a pas marché, la diplomatie n'a pas marché. Autant que l'armée n'a pas marché. C'est-à-dire qu'on ne se voit plus la face. Ça n'a pas marché. Faites marche en arrière, préparez-vous et espérons donner plus de chances à celui qui succédera au chef de l'État. Sommet SADC et AC, Ciara, pour quelle finalité? Nous savons que dans la sous-région, il y a beaucoup d'hypocrisie. Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement? Comme d'habitude. Parce que déjà, tout à l'heure, avant de monter sur ce plateau, j'ai lu quelques informations de ceux qui accompagnent, bien entendu, la première ministre qui sont sur place. Ils parlent déjà d'un appel au cessez-le-feu de tous ces pays qui prennent part à ce sommet. Ils exigent un cessez-le-feu de la part du M23 et du gouvernement et de nos FARDC Ouazalendo. Est-ce que ce n'est pas déjà un piège, ce cessez-le-feu? Mais déjà, que faudrait attendre la RDC de cette communauté hypocrite de l'EAC et même cette communauté hypocrite internationale? Parce que pour cette communauté, le problème du M23, c'est le problème des Congolais. Et ce problème doit être réglé entre Congolais. Un problème congolais, mais avec des troupes rwandaises sur notre sol. Ils ne veulent pas admettre que c'est un problème où il y a une autre nation qui vient combattre sur le sol congolais. C'est-à-dire que l'intégrité territoriale de la RDC est violée au su et au vu de tous. Mais on continue de nous dire que c'est un problème entre Congolais, on doit le régler entre nous parce que c'est certains Congolais qui sont frustrés et qui exigent. On ne sait d'ailleurs pas ce qu'ils exigent. Ils disent qu'ils viennent nous libérer. On ne sait quelle libération. Mais qu'à ça ne tienne, Trésor, il n'y a pas si longtemps, plusieurs opposants. Je reviens encore à ce que disait l'opposition, cette opposition qui a été traitée d'opposition à Pété ou Yanzala, qui interdisait et disait au chef de l'État de ne pas adhérer à cette communauté de ne pas adhérer à l'EAC. J'ai suivi la coalition Lamoka, j'ai suivi Ensemble pour la République, j'ai suivi mais c'était pour le chef de l'État une preuve de bonne foi. Justement, démontrer que la République démocratique du Congo n'est pas un pays aux velléités belliqueuses, que la RDC était disposée justement. Une bonne foi envers les serpents qui nous entourent. Une bonne fois. Aujourd'hui, on ne cite que le Rwanda comme agresseur, mais derrière le Rwanda, il y a plusieurs pays. Même si on ne va pas, je me pose souvent la question de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette complaisance envers l'Ouganda, alors que le président de l'Assemblée nationale a toujours mentionné l'Ouganda comme agresseur. Et même les experts des Nations Unies, dans leur rapport, ont reconnu la présence des UPDF, l'armée ougandaise, sur le sol congolais. Pourquoi cette complaisance? Et de temps en temps, le tweet de Museveni, quand il tweet, c'est toujours des attaques. Toujours des attaques. Tout est clair, c'est le neveu de Paul Kagame, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Entre les deux, il n'y a pas de différence. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'accaparer de nos minerais, c'est s'accaparer de nos territoires. Mais il ne faudrait pas qu'on aille officialiser l'alliance avec des serpents qui aujourd'hui sont en train de nous mordre. Que faire? Quitter l'EAC aujourd'hui. C'est la grande décision à prendre. C'est la grande décision à prendre. Il faudrait quitter ces communautés. Et pour moi-même, je suis dure. Je pense que Ali Malé a dit que la SADC est en train de nous aider. Aujourd'hui, le président malawite a signé. Il a signé pour que ses troupes soient retirées de l'Est de la RDC, parce que ces troupes ne peuvent plus combattre. Aujourd'hui, ça fait débat en Afrique du Sud, dans l'Assemblée nationale, en Afrique du Sud, où on dit que Ramaphosa a sacrifié les soldats sud-africains à cause de ses intérêts miniers qu'il y a à l'Est. Donc, la mission des troupes semble nous trahir la mission des troupes de la SADC, la mission des troupes de l'EAC, surtout l'EAC a toujours été claire.
qui sont à l'est de la République dans une mission offensive. Leur objectif avant, c'était de créer, je ne sais pas moi, des zones tampons. Une zone tampon, justement. Oui, pour... Vous allez créer une ça, zone c'est encore tampon. à l'époque où la... C'est à l'époque où ils étaient encore à Bunagana. C'était à Bunagana. Moi, je pense que l'hémorragie qui se fait voir maintenant, qui est palpable maintenant, devrait être arrêtée depuis Bunagana. Maintenant, mais justement, il y avait des démarches, raison pour laquelle cette force de l'EAC... Ceux qui dénonçaient étaient arrêtés. Il y a des groupes de pression, des mouvements citoyens, des acteurs de la société civile, des journalistes qui osaient dénoncer. Ils étaient soit menacés, soit arrêtés. Parce qu'on disait, nos terres sont occupées. Bunagana a été occupé pendant... Ça fait 3 ans maintenant que Bunagana est occupé. Ils ont installé leur administration. Qu'est-ce qu'on a fait pour libérer ces territoires occupés jusqu'à permettre à ces gens d'avancer jusqu'aux portes de Goma? Comment on a fait pour se laisser? Il faudrait quitter ces communautés hypocrites parce qu'ils vont toujours nous rappeler. À chaque fois qu'on ira là-bas, ils vont toujours nous rappeler. C'est un problème congolais. Discutez entre vous, dialoguez, vous allez trouver des solutions. Alors que même derrière le Rwanda, il y a des grandes puissances. Il n'y a pas que le Rwanda n'agit pas seul. Sinon, normalement, comme ça, le Rwanda, on sait que le Rwanda, je l'ai dit, je dirais toujours que c'est un petit pays qui ne peut même pas respirer à nos côtés, qui ne peut même rien dire à nos côtés. Mais c'est parce qu'il y a plus fort derrière. Comment faire pour contrer comme on dit, plus comme on dit un peu à Kinshasa, voilà, comment faire pour contrer ces plus forts? Revenons à nos anciens amours, revenons à l'intérieur. Réfléchissons, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque jour, on dit qu'il y a des traîtres, nous sommes infiltrés, revenons à l'intérieur, cherchons les infiltrés. Cherchons les infiltrés. Si aujourd'hui on fait bien les choses, on va chercher les infiltrés parmi nous et on va combattre tous ces pays qui sont en train de nous faire du mal et causer du tort à nos frères et sœurs de l'Est. Alors, les pères rwandais, on parlait tout à l'heure de la diplomatie agissante. Oui, cette diplomatie se poursuit sur le plan international. Le gouvernement congolais était à Genève, au Conseil de droits de l'homme de l'ONU, où la RDC a réussi à obtenir une condamnation de tous les pays, en tout cas, une condamnation du Rwanda. On va suivre le ministre de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, qui parlait justement à Genève au nom et pour le compte de la RDC. Regardez. Ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Les forces de maintien de la paix, sous le mandat du Conseil de sécurité, en particulier la MONUSCO, ainsi que les installations humanitaires ont été prises pour cible à plusieurs reprises, compromettant leur capacité à protéger les civils dans un environnement hostile. Nous déplorons également les attaques contre les forces régionales de la SADC qui œuvrent sans relâche pour la stabilité de la région. Monsieur le Président, face à cette situation, la République démocratique du Congo appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations de droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devrait être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. Nous appelons également à l'adoption des mesures concrètes pour prévenir de telles violations à l'avenir. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de surveillance et d'alerte précoce, ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre la MONUSCO, les forces de sécurité congolaises et les acteurs régionaux afin de protéger les civils et de prévenir de nouvelles escalades de violences. De plus, il est impératif de garantir un accès humanitaire immédiat et sans restriction pour permettre de mieux prendre en charge des milliers de blessés, évacuer les cas les plus graves et réduire les risques de propagation d'épidémies telles que le choléra, les mpox dans une ville traumatisée dont certaines rues ont été transformées en cimetières. Nous rejetons fermement l'implication continue de certains États, notamment le Rwanda, dans le soutien logistique, militaire et financier à des groupes armés opérant sur notre territoire. Les soutiens du Rwanda au M23, documentés à plusieurs reprises, y compris par les groupes d'experts mandatés par les conseils de sécurité des Nations Unies, a alimenté la violence dans l'Est de notre pays depuis plus de 30 ans, exacerbant la guerre pour des raisons liées à l'exploitation de ressources minières stratégiques de la République démocratique du Congo. Nous appelons donc ces conseils
à tenir le Rwanda responsable de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité, notamment les dépeuplements forcés des populations et leur remplacement par d'autres, ainsi que la domination des nouvelles autorités administratives dans les buts d'occuper définitivement ces territoires. Il est urgent d'exercer une pression internationale pour que le Rwanda cesse immédiatement son soutien à ces groupes armés et se retire tout aussi immédiatement du territoire congolais. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée dans la recherche de la paix et de la stabilité. Nous réaffirmons notre volonté de travailler de manière constructive avec tous les acteurs régionaux et internationaux, mais il est impératif que la communauté internationale soutienne fermement nos efforts pour mettre fin à cette crise de protection et à la souffrance de notre peuple dans la partie est de notre pays. Nous réitérons donc notre appel à la responsabilité pleine et entière du Rwanda dans cette situation et à des mesures immédiates pour mettre fin à son soutien aux groupes armés. L'adoption par consensus de la résolution qui vous a été présentée serait signe de solidarité pour les millions de Congolais qui vivent aujourd'hui sous l'occupation des forces rwandaises. Je vous remercie de votre attention. On va rester à Genève avant de vous donner la parole à Limale Siara Wabine. On va rester à Genève pour prendre cette fois-là le point de vue de Julien Paluku, ancien gouverneur du Nord Kivu, qui était également sur place à Genève et qui a applaudi de deux mains en tout cas la condamnation du Rwanda par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. On va le suivre, puis on va se retrouver pour des commentaires. Oui, merci beaucoup. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Ici, dans la salle du Conseil des Nations Unies des droits de l'homme, la résolution que portait la RDC vient d'être adoptée. Est-ce une victoire ou c'est juste une symbolique? Non, c'est les deux. C'est une grande victoire pour la RDC, pour le président de la République, qui tient à ce que la RDC fasse connaître les graves violations qui se passent sur son territoire. Comme vous le savez, en fait, l'impunité dans la région des Grands Lacs est à la base de la perpétuation des violations à grande échelle, qu'il s'agisse des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes d'agression, tout simplement parce que ces crimes n'ont jamais été réprimés sévèrement. Cela fait que des gens prennent le bout d'en commettre suffisamment depuis 30 ans. Et donc ici à Genève, au Conseil des Nations Unies des droits de l'homme, nous sommes heureux d'avoir assisté à un débat entre les pays qui tiennent à cœur la RDC et qui considèrent que les violations qui s'y passent doivent cesser. Les pays qui considèrent que le Rwanda a suffisamment commis de graves violations, qu'il doit retirer ses troupes de la RDC. Des pays qui considèrent que le M23 ne peut rien faire s'il n'a pas le soutien du Rwanda. Et donc, nous sommes heureux que tous ces pays réunis ici à Genève, plus de 100, ont considéré que c'est le temps de déclencher deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est d'envoyer une mission d'établissement des faits. Ça veut dire une mission qui va documenter, qui va recueillir pour que les preuves ne se perdent pas dans les temps voisins, de manière à passer au deuxième échelon, celui de la création d'une commission d'enquête. Ce double avantage permet plus tard de se tourner vers l'Assemblée générale des Nations Unies à New York et au Conseil de sécurité et d'activer un autre mécanisme de la Cour pénale internationale pour que tous les crimes qui se commettent dans la zone de Gaza, particulièrement par les Rwandais, ne restent plus impunis et que désormais les auteurs se retrouvent entre les quatre murs pour qu'à jamais les populations de cette partie respirent la paix. C'est donc une victoire et une symbolique importante ici à Genève à laquelle nous avons assisté personnellement avec tous nos collègues réunis. Jusqu'à la fin, on a vu que le Rwanda ne voulait pas qu'on vote cette résolution. Est-ce à dire que cette résolution est également une sorte de condamnation, une ultime condamnation de la communauté internationale face à l'agression rwandaise? Le Rwanda a appelé tous les États à ne pas voter la résolution. Et vous savez, vous avez suivi que le président a insisté s'il y a un seul État qui peut lever les doigts pour ne pas voter la résolution, eh bien, il n'y avait aucun seul doigt d'un État qui s'est levé pour se ranger derrière le Rwanda. C'est tout simplement pour dire que l'isolement du Rwanda est en train de se confirmer ici dans les milieux internationaux. Et donc le peuple congolais, son président et tous ceux qui aiment ces pays doivent considérer que ces crimes qui sont restés impunis pendant 30 ans doivent désormais
être puni très sévèrement. Et pour moi, je considère que le narratif que le Rwanda a promené dans les oreilles en international, à savoir FDLR, à savoir haine, à savoir je ne sais pas quel type d'autres discours, ces discours sont largement dépassés. Voilà, sur le plan diplomatique, Ali Malé, nous sentons quand même les résultats. Aujourd'hui, l'isolement du Rwanda est de plus en plus confirmé sur le plan international avec cette résolution de la RDC votée au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Trésor, des fois, ça choque. Hein? C'est vrai que le gouvernement est aussi dans une démarche administrative, c'est normal. Démarche diplomatique. Administrative, je dis, parce que c'est de la diplomatie, mais on est sur le plan administratif. Pourtant, les problèmes sont urgents et sérieux aujourd'hui. Ça, c'est une réunion extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Mais avant cette convocation de la réunion extraordinaire, la session, il y a 2 sessions extraordinaires du Conseil des Nations Unies. Ça nous a produit quoi? Et quand on attend nos ministres, c'est vrai, il faut convaincre... Mais cet isolement du Rwanda sur le plan international va forcément donner des résultats parce que nous le savons tous que le Rwanda n'opère pas seul. Le Rwanda opère avec le soutien justement de ses parrains. Bon, je ne vais pas citer les nationalités, mais sinon nous savons. Et à ce niveau, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il y a les parrains rwandais qui sont là. Et quand ils appuient de plus en plus les résolutions congolaises, ça veut dire qu'il y a une victoire diplomatique que nous Mais il y a toujours il y a un écart entre le fait de condamner et d'agir. Le Conseil condamne toujours. Il y a combien de rapports du Conseil des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont condamné, qui ont confirmé la présence rwandaise. Mais nous attendons plus que de simples condamnations. Ça, c'est un des deux. L'Israël est isolé, mais ça ne l'empêche pas d'agir. Le Rwanda, disons même qu'il est isolé, mais il est arrivé jusqu'à atteindre Goma. Donc, on va parler de l'isolement. Pour quelle finalité? Donc, il faut que nous... L'isolement, on va asphyxier l'économie rwandaise. Asphyxier, parce mais... ce que nous recherchons certainement, c'est d'obtenir le fait que, par exemple, l'Union européenne ne paye plus ces minéraux du sang qui transitent par le Rwanda. Et on va dire que cet isolement va permettre justement d'asphyxier l'économie rwandaise qui ne sera plus en mesure de soutenir financièrement. Mais malheureusement, il n'y a aucune mesure pratique pour empêcher au Rwanda de bénéficier de ces minéraux provenant de la RDC. Donc, il y a toujours un écart entre ce qui se dit et l'acte. Et malheureusement, apparemment, nos autorités ne comprennent pas ça. Est-ce qu'il les faut par hypocrisie, par négligence ou par politique de mentir à la population? C'est là où nous disons que ça choque. Il nous reste 3 minutes. On me fait signe. Je vais donner la parole à Sierra, qui va également s'exprimer sur cette victoire diplomatique du gouvernement congolais au Conseil des droits de l'homme de l'ONU avec cette Une victoire avec cette résolution votée justement. Cette résolution votée justement qui condamne le Rwanda. Condamner le Rwanda, bien, une mission, Sarah a envoyé ici une mission d'accomplissement, c'est comme ça que qu'on appelle cette mission, qu'on a nommé cette mission, qui viendra pour enquêter non seulement pour les crimes commis par les terroristes du M23 et l'armée rwandaise, mais aussi par les FARDC et les Wazalendo. Donc, ça sera une mission mixte et indépendante qui prendra peut-être plusieurs mois. C'est plutôt une victoire pour les victimes et tous ceux qui ont perdu leurs proches et même tous les morts de ces conflits. C'est une victoire, pas pour la RDC, mais pour les victimes. Parce qu'aujourd'hui, ces victimes sont congolaises. La victoire pour la RDC serait aujourd'hui que l'Union européenne rompt son contrat sur l'exploitation minière avec le Rwanda. Mais rien de pratique comme Ali Malé l'a dit. Mais pour en arriver, c'est tout un processus. Il fallait attendre que Goma tombe. Dans ce processus. Ça fait combien de temps congolais est dans ce processus. Ça fait combien de temps que nos terres sont occupées par l'armée rwandaise et les terroristes sous couvert du M23? Ça fait combien d'années? Ça fait 3 ans ou même plus. Il fallait attendre que Goma tombe pour aujourd'hui nous parler de condamnation. Mais on condamne, il dénonce, il demande, en nous exigeant le retrait immédiat de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Combien de temps cela se poursuivra? Tout ce qu'on veut, c'est
du pragmatisme. Aujourd'hui, on veut des vraies condamnations, c'est-à-dire des actes Des palpables, que l'armée rwandaise quitte réellement nos terres. C'est ce qu'on veut, qu'on ait la paix, c'est la paix qu'on cherche. Merci beaucoup, Sarah Wabinda. Je pense qu'on va terminer cette émission. Vous avez 30 secondes chacun, en tout cas, pour clôturer. Ali Malé, rapidement. C'est très douloureux et étant patriote, de compter des morts, arrêtons de compter des morts. On a échoué sur le plan militaire, on a échoué sur le plan diplomatique, donnant la chance à la paix interne en intégrant le M23 indirectement. Sarah Wabinda, rapidement, 30 secondes. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement ou le régime en place doit reconnaître ses responsabilités dans cette guerre, parce que s'ils sont arrivés jusqu'à Goma, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour empêcher ces troupes de progresser? Il n'est pas encore trop tard pour mieux faire les choses. Il faudrait qu'on arrête de pleurnicher à l'extérieur. Trouvons des solutions en interne. Incluons tout le monde, appelons tout le monde, libérons les prisonniers, les opposants prisonniers injustement parce qu'ils ont essayé de donner des avis contraires ou des avis qui ne plaisent pas. Mettons tout le monde autour d'une table et trouvons des solutions, parce que nous n'avons que cette terre, nous n'avons que ce pays, nous n'avons pas demandé à naître ici. Nous n'avons que le Congo. Merci beaucoup. Je rappelle que Sarah Wabinda, journaliste à Kin 24 Télévision, Ali Malé, éditorialiste, journaliste indépendant. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir de vous servir. On va donc se retrouver très vite pour un autre numéro de 26 Presse, là où les chevaliers de la plume décryptent l'actualité. Prenez bien soin de vous, restez sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Au revoir.